Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Donc, super contente de vous recevoir aujourd'hui à l'Apéro RH. On va parler de recrutement international, un sujet qui est vraiment en ce moment super d'actualité, on pourrait dire, dans le monde des ressources humaines. Donc, je suis super contente de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Après ça, expliquer un petit peu, dans le fond, l'entreprise, l'OBNL, pour laquelle vous travaillez et que vous avez fondé aussi. Donc, voilà, Omar, je vais te laisser la parole en premier. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Omar Barbary. Je suis le cofondateur et président des Carrières sans frontières. En bref, on est une OBNL qui aide les entreprises canadiennes à recruter des travailleurs étrangers et on s'assure de leur intégration et leur succès à travers différentes méthodes. Puis c'est ça. Ça fait à peu près 4 ans et demi qu'on est en affaires maintenant. Salut, moi c'est Ahmad Barbary. Je suis aussi un cofondateur de Carrières sans frontières. Je suis aussi le conseiller principal ressources humaines à l'interne de la compagnie et puis je suis directeur des ressources humaines à la SPCA de Montréal. J'ai beaucoup d'expérience en ressources humaines, puis un peu quand même spécialisé dans les OBNL. Donc, je travaille présentement pour la SPCA et aussi notre compagnie est une OBNL. Donc, on a vraiment un aspect humain dans notre ADN. Expliquez-moi un petit peu ce que Carrières sans frontières fait autre que aider au recrutement international, mais vraiment votre offre de service, votre étendue d'offre de service. Donc, on offre plusieurs services, mais le service que notre trademark, on va dire. Donc, c'est un service clé en main. Donc, on s'occupe du recrutement des travailleurs étrangers, par la suite de toutes les démarches d'immigration pour les amener au Canada, dépendamment de c'est quoi leur poste et tout ça. Et on leur trouve un logement avant de leur arrivée. On les accueille à l'aéroport. On a beaucoup de clients en région, en Gaspésie, plusieurs endroits quand même loin. Donc, on s'assure qu'ils se rendent là-bas le plus efficiently possible, c'est ça. Et on leur offre un service d'intégration jusqu'à 3 mois après leur arrivée. Donc ça peut vraiment être tout. Donc s'ils veulent acheter une voiture, on va les aider avec ça, ou faire les courses. S'ils veulent amener leur famille, s'ils veulent des assurances. Donc vraiment avec n'importe quoi pour faciliter leur intégration et pour leur permettre de devenir indépendants le plus rapidement possible. Ça, à l'interne, l'aspect intégration, on les gère un peu comme un ami. C'est comme si tu es venu ici, tu avais un ami au Canada, mais c'est un peu le même niveau d'aide qu'on donne. Donc, ça peut aller de comment trouver de la viande halal à où faire ses courses ou acheter des vêtements. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Comment ça se passe pour l'entreprise qui collabore avec vous, un petit peu le processus de ça? Parce que j'imagine que tout ce temps-là, en fait, que vous faites les actions pour eux, ben l'entreprise, ça les aide au final, là, parce que c'est pas nécessairement une spécialité pour eux de faire une intégration comme ça. C'est quelque chose qui est nouveau dans le monde des ressources humaines. Donc, comment ça fonctionne dans votre collaboration avec les entreprises? Donc, premièrement, on va commencer avec le premier service qui est le recrutement. Donc, c'est ça. Pour le recrutement, c'est vraiment... très souvent, on va arriver à la compagnie. Si ce n'est pas un domaine qu'on connaît bien, on peut passer 1 à 2 journées avec la compagnie pour comprendre le milieu de travail, pour comprendre le poste, pour s'assurer que la compagnie est aussi prête à prendre quelqu'un. Souvent, on a besoin d'employés, mais est-ce que l'endroit est sécuritaire? Est-ce que l'environnement de la compagnie, est-ce que c'est possible d'accepter quelqu'un d'ailleurs? Donc, vraiment s'assurer assurer une compatibilité entre la compagnie et les genres de candidats qu'on va amener. Donc ça, c'est le first step. On a ensuite notre base de données est pleine de TD. Ça, c'est tout le monde qui a ça, TD, des comptes sur Indeed, sur LinkedIn. Mais dans notre base de données, on a maintenant 120 000 candidats à peu près. 220 000 candidats qui sont enregistrés depuis qu'on a commencé. Donc, je peux vous donner un exemple. On avait une compagnie à un moment donné qui cherchait quelqu'un qui savait opérer une machine, une presse d'imprimerie, mais très vieux, là, des années comme 40. Puis il m'a dit, on ne peut pas acheter une nouvelle machine, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui sait l'opérer. Ça faisait après 8 ans qu'il cherche quelqu'un au Canada. Et puis, il n'a pas pu trouver personne. Ça nous a pris à peu près 1 heure pour trouver quelqu'un dans notre base de données. Puis le client, il était juste choqué. Donc, le next step, c'est vraiment aller regarder notre base de données. 95% des fois, on va trouver quelqu'un à l'interne chez nous, dans notre base de données. Sinon, on a vraiment des recruteurs qui vont faire la recherche. Dès que la recherche est faite, dès que
la personne est choisie. Et puis, pour choisir la personne, on utilise plein de façons pour faciliter le processus pour la compagnie. Donc, on a des entrevues vidéo qui sont pré-enregistrées. Donc, disons que on peut envoyer, par exemple, une vingtaine d'entrevues qui sont pré-enregistrées avec vraiment une façon très organisée. Donc, chaque question va être écrite. Donc, disons que la compagnie, moi, je n'ai pas besoin de savoir s'il sait faire ça. Moi, je veux juste voir cette question-là et pas aller cliquer. C'est les questions de préqualification. C'est ça. Exactement. Mais en fait, c'est des entrevues. C'est vraiment des entrevues, des full entrevues, mais qui sont faites que la personne enregistre lui-même. C'est sur un site web, donc on a une plateforme, ils vont aller, donc ils vont créer un compte. C'est ça, des informations de base. Et dépendamment du poste, il y a un set de questions à répondre. Et ils ont trois chances d'enregistrer le vidéo. Ça, c'est pour nous aussi s'assurer que c'est parfait s'ils veulent répéter. Puis c'est ça. Puis on leur dit qu'on va partager cette vidéo avec l'employeur. Et par la suite, on va voir c'est quoi les prochaines étapes. Donc ça, pour la compagnie, c'est bien parce qu'il peut voir 30 candidats en quelques heures. C'est vraiment... C'est ça. Non, c'est une belle... Moi, je fais souvent ça d'envoyer des vidéos pour expliquer des choses aux clients. Puis on dirait que ça vient libérer une plage horaire aussi. Là. Il y a cet aspect-là de la chose pour l'entreprise qui est déjà en pénurie de main-d'œuvre, qui a déjà pas le temps. Fait que ça, j'imagine que ça vient répondre à un grand besoin. Là. Et dans le contexte du recrutement international, il y a le niveau de langue, tout ça qui entre en jeu. Donc ça leur permet de voir aussi le niveau de français ou de l'anglais de la personne avant de décider que, OK, on va prendre le temps de l'interviewer. Donc ça aide beaucoup aussi. Puis de votre côté, vous faites la préqualification. Après ça, est-ce que c'est les gens à l'interne qui font l'entrevue? Comment ça se passe après cette étape-là? Donc, en fait, première étape, c'est vraiment de choisir les personnes. Dès que les personnes sont choisies, on va envoyer un link pour faire les entrevues vidéo. Dès que c'est fait, nous, on fait déjà un filter. Donc, si la personne, par exemple, il est incapable de parler le français ou il a zéro expérience, puis, je sais pas, il nous a menti ou le CV, il est pas vrai ou il y a beaucoup d'informations qui sont pas vraies, déjà là, nous, on fait une grosse partie de filtrer les recruteurs vont filtrer les candidats. Ensuite, on va vraiment envoyer, vraiment the butter, là. C'est vraiment ce qui nous reste à la compagnie. La compagnie, ils vont, eux, regarder les vidéos. Puis, finalement, là, on va faire vraiment une entrevue. Donc, tu sais, le 1 heure que la compagnie va passer à faire l'entrevue avec la personne, c'est vraiment une heure très, très bien utilisée. C'est un candidat qu'on est carrément à 90% sûr qu'il va être choisi avant de perdre le temps de l'employé. Okay. Et pour ajouter que parmi les questions qu'on leur pose au début dans le vidéo, il y a des questions reliées à l'immigration. Parce qu'on veut s'assurer aussi qu'après tout l'effort, après les frais que les compagnies vont payer, tout ça, que le candidat va être accepté. Donc, il y a des questions reliées à l'immigration. S'il a déjà fait une demande, par exemple, pour venir au Canada, ça peut, dans certains cas, diminuer ses chances. Donc, il faudra savoir ces choses-là. Donc, même côté immigration, on s'assure que c'est un bon candidat au point de vue d'immigration de Canada, de qu'est-ce qu'ils recherchent, eux, quel type de candidat ils recherchent pour le Canada. Donc, c'est ça. Il y a aussi une analyse de ce côté-là à faire. Aussi, s'il veut amener sa famille pour savoir, parce que on essaie toujours de les aider et on sait que la majorité des travailleurs qui viennent au Canada veulent rester au Canada, ils veulent amener leur famille. Donc, on s'assure que ça, c'est possible, c'est quoi leur plan. Puis aussi, on fait comme un petit game plan pour eux. S'ils sont acceptés, on va leur dire que okay, votre contrat de travail, c'est 2 ans, par exemple. Après 2 ans, vous êtes éligible à la résidence permanente. Si votre conjoint ne parle pas très bien français, ça serait un bon temps maintenant de commencer à faire des cours de français pour être sûr que dans 2 ans, elle est prête à voyager. C'est ça. Je pense que deux mots qui décrivent bien notre processus, efficacité et transparence. Donc, on essaie d'être le plus efficace possible. Tout ce qu'on peut planifier, on essaie de le planifier. Tout ce qu'on peut faire d'avance, on essaie de faire d'avance. Puis d'être toujours transparent avec les candidats et avec les compagnies parce que c'est vraiment, ça encourage un environnement de travail collaboratif. Les deux, là, on est tous sur la même page. On sait exactement les délais, c'est quoi. On sait exactement les défis sont quoi. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je suis une entreprise. Première chose que j'ai à faire ou presque après vous avoir engagé, c'est regarder les vidéos et faire l'entrevue. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, après, c'est vraiment le côté immigration. Donc, il y a pour le Québec, il y a 3 demandes à faire en tout. Donc, il y a la demande d'études d'impact sur le marché de travail, le EMT pour l'entreprise. Et en même temps, il faut envoyer une demande de CAQ qui s'appelle pour chaque candidat. Donc, le CAQ, ça s'appelle Certificat d'acceptation du Québec. Le Québec, c'est différent des autres provinces, que les gens qui veulent venir au Québec doivent également recevoir l'autorisation du Québec. Dans les autres provinces, c'est juste au niveau fédéral.
Donc, ils envoient la demande de permis de travail. Si tu es au Québec, ils doivent également envoyer une demande au Québec. C'est ça. Donc, ces 2 premières demandes se font en même temps. Une fois qu'on reçoit les autorisations pour les 2... Ça, c'est tout vous qui remplissez ça? C'est ça. OK. Donc, du côté entreprise, on les envoie un formulaire. C'est juste avec les informations de base qu'on a besoin, numéro d'entreprise, combien d'employés, tout ça. On s'occupe du reste de la paperasse. Pour les travailleurs, on a aussi une plateforme avec des vidéos qui leur montrent comment remplir les formulaires. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est leur information que nous, on ne sait pas. Donc, ils doivent vraiment le faire eux-mêmes. Nous, on les guide. On a aussi un numéro WhatsApp, parce que beaucoup de travailleurs étrangers communiquent à travers WhatsApp, qu'il y a toujours quelqu'un, presque 20 heures par jour, qui est là, qui va les aider avec leurs questions pour remplir tous les formulaires. Puis c'est pas mal ça. Une fois que toutes les demandes sont envoyées, c'est une question d'attendre par la suite, dépendamment du pays. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait au début. Si l'entreprise... Il y a des entreprises qui nous disent on veut des travailleurs des Philippines, par exemple. Là, il y a quelque chose... pour les Philippines, il y a une étape de plus à faire. Donc, on leur explique que pour les Philippines, ça va prendre 3 mois de plus que pour d'un autre pays. Donc, on prend tout ça en considération au début dans notre... quand on analyse combien de temps ça va prendre. Puis c'est tout. Une fois que tous les demandes sont acceptées, on commence à préparer l'arrivée des travailleurs, donc les billets d'avion, la recherche de logement. C'est ça, s'ils vont en région, souvent ils doivent rester dans un hôtel une nuit parce que les bus partent très tôt en région. On s'occupe de toute la logistique de les amener vers l'employeur. On va acheter des cartes SIM, on va leur activer des cellulaires pour qu'ils puissent contacter leur famille directement. Les frigos sont remplis dès qu'ils arrivent. Si par exemple ils sont à Montréal, puis nous c'est nous qui avons choisi l'appartement, c'est déjà prêt. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Le frigo est rempli, ils arrivent là, puis c'est ready to go. Ils peuvent dormir là. Puis ça prend combien de temps, cette étape-là? Parce que je pense qu'il y a une crainte qu'il y avait les entreprises il y a comme 1 an ou 2, c'est trop long, j'ai besoin de gens maintenant, mais 1 an plus tard, ils n'ont pas encore comblé les postes qu'il y avait à combler, donc c'est environ 1 an, c'est ça? C'est ça, c'est le maximum. Donc, il y a eu, durant COVID, c'est sûr, on ne peut pas vraiment parler de ce temps-là, parce que tout prenait plus de temps. Mais en général, maintenant, c'est en train de prendre plus vers 7 mois, 8 mois. Aussi, là, il y a eu des changements côté immigration qu'ils ont permis aux visiteurs au Canada de faire une demande de permis de travail depuis le Canada. Auparavant, si un visiteur était là et il a trouvé un travail, avant de faire tous les papiers d'immigration, il fallait qu'il retourne dans son pays et qu'on fait tout, lui, depuis son pays et nous ici. Là, ils ont changé cette loi-là. Donc, un visiteur peut venir rester au Canada en attendant de recevoir son permis de travail. Et il y a un autre changement dans les lois qui a été fait, qu'on peut faire une autre demande séparée pour qu'il puisse commencer à travailler directement en attendant aussi. Donc, c'est pas juste qu'il est au Canada, il peut commencer à travailler. Donc, c'est ça, dépendamment. Parfois, si on trouve des candidats qui sont déjà au Canada, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, je dirais en 2 mois, ils peuvent commencer à travailler. Mais si c'est des candidats de l'étranger qui sont dans leur pays, c'est autour de 8 mois. OK. C'est beaucoup de paperasse quand même, là, l'administration, tout ça. Est-ce que vous sentez que c'est pour ça que les entreprises vous engagent, pour le côté administratif, ou il y a vraiment beaucoup d'autres aspects de votre offre, dans le fond, qui suscitent l'intérêt des entreprises? Moi, je crois qu'il y a 2 parties. Donc, côté recrutement, on a remarqué que la plupart des entreprises, nous, qui nous approchent, parce qu'on offre aussi le service d'immigration seulement. Donc, si eux, ils ont déjà trouvé un candidat, nous, on va seulement s'occuper de la paperasse. Sans trouver le logement, eux, ils vont s'occuper de tout ça. Donc, souvent, ces entreprises-là, ils trouvent les candidats, ils se font approcher par les candidats sur LinkedIn, sur Indeed, puis qu'ils sont pas, ils n'ont pas vraiment les procédures en place pour vraiment... Parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences dans les milieux de travail, il y a des différences de comment ça fonctionne au Canada par rapport au Maroc ou d'autres pays. Donc, nous, on connaît déjà tous les défis. On a déjà passé par ça fait des années, donc on sait exactement quoi rechercher. Donc, ça serait la partie recrutement et les entreprises ont besoin d'aide avec ça. Et par la suite, côté immigration, c'est quand même lent. Il y a quand même beaucoup de paperasse, il y a quand même beaucoup de choses à démontrer au gouvernement avant qu'il accepte. Parce que le Canada veut protéger l'économie canadienne
il veut baisser le taux de chômage. Donc, il encourage de trouver des travailleurs canadiens. Donc, il faut vraiment prouver qu'on n'a pas trouvé des travailleurs au Canada. Donc, même c'est ça, côté immigration aussi, c'est quelque chose... tu sais, il y a des avocats en immigration, il y a des consultants en immigration qui étudient 2, 3, 4 ans pour pouvoir faire ce travail le plus efficiently possible. Donc, c'est ça serait vraiment pour ces deux raisons-là. Et même pour le côté intégration, une entreprise qui a beaucoup de travail, toutes les entreprises avec le manque de main-d'œuvre, ils sont occupés. Donc, pour commencer à rechercher des logements, aller à l'aéroport, acheter des cartes SIM, c'est assez compliqué. Nous, on a tout déjà en place pour le faire, donc ça facilite vraiment tout le processus. Des fois, par exemple, pour les logements, on a des connexions avec beaucoup de propriétaires d'immeubles, donc des grosses compagnies, des compagnies qui gèrent de l'immobilier. On a des connexions avec plein de monde. Donc, quand on a des travailleurs qui vont arriver ici, souvent, nous, on va faire quelques appels, puis on peut trouver un appartement en quelques jours. Puis ça, dans une crise de logement comme à Montréal, maintenant, c'est impossible. Donc, déjà, ça, c'est une certaine expertise que nous, on a, puis les connexions qu'on a faites durant les années. Puis aussi, par rapport au recrutement, souvent, les compagnies, OK, un candidat qui va les approcher, ben là, maintenant, tu viens d'ouvrir la porte, OK, je vais recruter quelqu'un à l'international. Mais est-ce que le candidat que tu as trouvé, est-ce que c'est le meilleur candidat? Est-ce que c'est exactement comme recruter quelqu'un au Canada? Non, donc c'est vraiment une expertise que nous, on peut venir donner. Ben, est-ce que la personne est éligible de venir vivre au Canada? Est-ce qu'il a, par exemple, des antécédents criminels dans son pays? Il y a plein de choses que les compagnies ne voient pas. Donc, c'est pour ça que c'est bien de prendre le package au complet quand ils le prennent au complet parce que c'est vraiment de l'expérience et de l'expertise sur tous les niveaux, sur le recrutement, l'immigration et l'intégration et le logement. Il y a une crainte que j'ai entendue un petit peu par rapport au recrutement international, que je ne sais pas si vous allez être à l'aise qu'on aborde aujourd'hui, mais c'est le fait d'être un peu prisonnier pour le travailleur quand il arrive par rapport au contrat de travail, puis autant du côté de l'entreprise que du côté du travailleur. Comment vous voyez ça? De votre côté, y a-t-il quelque chose qui vient aider à ça aussi, qui est possible de faire? Donc, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le passé avec des employeurs qui prennent les passeports des travailleurs, par exemple. Et ça reste qu'ils sont les gens qui viennent des autres pays. L'idée qu'ils ont du Canada avant d'arriver, donc ils vont prendre l'opportunité, par exemple, un travail à le minimum 15 et 25 par heure. Donc, pensant à ça avant d'arriver, ils disent « Wow, c'est vraiment bon comparé à ce qu'ils ont dans leur pays. » Une fois qu'ils arrivent ici, ils se rendent compte souvent que c'est pas assez ou quelque chose comme ça, c'est pas assez pour envoyer de l'argent à leur pays. Puis ils cherchent à changer d'emploi. Mais là, qu'est-ce qui se passe, c'est que les entreprises qui ont payé des milliers de dollars pour les amener, ben, ils s'attendent à une certaine loyauté qu'ils respectent. Par exemple, c'est un contrat de 2 ans, ben, ils doivent respecter les 2 ans. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend en considération le coût de vie de cette personne-là qui va venir avant même d'entamer les procédures. Que si on voit que la personne habite à Montréal, donc l'entreprise est à Montréal, le loyer est cher, il n'y a pas beaucoup de logements, le coût de vie est un peu plus élevé que par exemple à Sherbrooke ou en région. Donc on explique tout ça à l'employeur que regardez, si vous voulez le garder pendant 2 ans, peut-être offrir le minimum, c'est pas la meilleure solution. Donc ça serait vraiment de trouver la balance entre les deux, donc les intérêts de l'employeur et les intérêts du travailleur pour décider, OK, le salaire et toutes ces questions-là. C'est juste que aussi, de l'autre côté, il y a beaucoup d'employeurs qui pensent qui nous approchent, qui pensent qu'embaucher un travailleur étranger, c'est que je vais pouvoir avoir un travailleur et payer le moins possible et je suis en train de l'offrir une opportunité. Et donc, non plus, ça ne fonctionne pas comme ça parce que c'est une personne qui vient, qui cherche une meilleure vie. Puis bien que l'entreprise l'offre une opportunité, cette personne, en même temps, elle est en train de penser à sa femme, à ses enfants. Donc, c'est ça. À la fin de la journée, ça va être quand même comme avec des travailleurs canadiens. Il faut offrir quelque chose pour les convaincre de rester parce que maintenant, le Canada est en train de changer les lois pour protéger les travailleurs. Donc, ils sont en train de parler de leur donner la chance de changer d'employeur avant que leur contrat de travail finisse. Pour l'instant, avec les travails de contrat fermés, les permis de travail fermés, donc il y a le nom de l'employeur sur le permis de travail,
ils ne peuvent pas changer. S'ils veulent changer d'employeur, ils doivent répéter toutes les procédures. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a plusieurs mois où ce travailleur il n'a pas de revenus. Donc, c'est plus sur ce point-là qu'ils sont en train d'essayer de faire des changements pour leur permettre, s'ils sont dans une situation... il y a des employeurs qui vont parfois dire regarde, tu dois rester 1 heure de plus aujourd'hui, mais c'est pas payé, ou il y a des abus. Ça, c'était plus ma question par rapport à ces entreprises qui abusent un petit peu. Là. C'est ça. Donc, mais en même temps, il y a des mesures en place côté Immigration Canada pour s'assurer que ça se passe pas. Ça peut arriver, mais la majorité des employeurs, ils sont pas de mauvaise foi quand ils amènent des travailleurs. C'est aussi des entreprises qui ont un besoin, qui recherchent des travailleurs. Puis c'est ça. C'est vraiment de trouver la balance et le point de collaboration que les deux sont contents pour que ça perdure. En fait, le programme de travailleurs étrangers temporaires, le programme a des lacunes éthiques parce que c'est pas vraiment... nous, on est en train de jouer dans le jeu de cette cadre législatif qui est la loi qui gère ça. Donc, on peut pas... nous, ce qu'on peut faire, notre compagnie, ce qu'on fait déjà, c'est que dès qu'on a une plainte, dès qu'on a, par exemple, l'employé qui nous dit « Ah, ben, est-ce que c'est vrai que mon employeur a le droit de faire ça? Ils m'ont demandé de faire ça. » Ben, nous, très rapidement, on va être très transparent, on va leur expliquer leurs droits et leurs obligations. Puis si c'est déjà arrivé quelques fois, qu'on devait appeler l'employeur pour lui dire « Regarde, on a reçu cette plainte, on veut savoir est-ce que c'est vrai, puis si c'est vrai, vous savez bien que vous n'avez pas le droit de faire ça. » Donc, parce qu'on est une OBNL, on veut vraiment essayer d'agir de façon éthique pour les deux. Donc, pour que les deux parties respectent leurs obligations. C'est un très bon point. Je suis contente qu'on ait abordé ça. Comment vous voyez le recrutement international dans 1, 2, 3, 5 ans? Ben, ça va augmenter, ça va seulement augmenter parce que, bref, la pénurie de main-d'œuvre, donc selon Statistique Canada, ça va seulement empirer d'ici jusqu'à 2030. Et par la suite, ça va commencer un peu à baisser. Donc, on a encore 7-8 ans en avant de nous que chaque année, ça va être pire que l'année d'avant. Donc, même côté Immigration Canada, ils sont en train de faire des changements pour faciliter le recrutement des travailleurs étrangers. Donc, c'est ça. Je pense, selon nous, ça va vraiment juste augmenter avec le temps. Aussi, les entreprises, ils sont de plus en plus disposés à le faire. Ils entendent plus de ça. Quand on parlait de ça il y a 5 ans ou 10 ans, c'était comme pourquoi je vais payer je sais pas combien pour recruter des travailleurs et faire tout ce processus et attendre jusque maintenant où on est rendu, ben, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, ça va seulement augmenter. Et les entreprises, selon ce qu'on a vu nous, donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ils ont déjà mis en place des procédures pour l'intégration des travailleurs étrangers, même s'ils n'ont pas commencé à recruter à l'international. Ils commencent déjà à planifier pour un futur qui inclut des travailleurs étrangers parmi leur main-d'œuvre. Il y a aussi deux aspects. Donc, au niveau des syndicats, les syndicats aussi commencent à s'intéresser par rapport à ça. Donc, toutes les syndicats, les centrales syndicaux au Québec ont déjà soulevé des points, ont déjà commencé à voir comment ils peuvent encadrer cette situation-là parce que les employés, les travailleurs étrangers, en fait, ils tombent dans une zone grise où ils peuvent pas vraiment... Oui, ils vont devenir syndiqués, mais l'employeur a un droit de ne pas renouveler leur permis. Puis là, le syndicat est comme obligé de les protéger, mais en même temps, si l'employé est rendu dans son pays, est-ce que cette obligation existe? Donc, il y a plein d'aspects en termes de relations de travail. Puis aussi, on a remarqué que les compagnies commencent à s'intéresser par rapport à des postes cadres, donc des CEO, des senior engineers, vraiment des postes qui ont besoin de beaucoup d'années d'expérience, puis ils ont réalisé qu'ils peuvent trouver du monde très, très qualifié, avec beaucoup d'expérience ou avec une expérience très spécifique pour c'est pas nécessairement un salaire de moins, mais une expérience qu'on n'est même pas capable de trouver au Canada. Donc, c'est ça, le mindset des compagnies en train d'aller de « Ah, ben, est-ce qu'on peut amener des travailleurs, de la main-d'œuvre, des cols bleus à des cols blancs? » C'est justement en parlant des industries, là, y a-t-il des industries avec lesquelles vous ne collaborez pas ou c'est vraiment, comme là, j'aurais été portée à dire peut-être tout ce qui est col bleu plus que col blanc, mais finalement, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a de l'expertise, il y en a partout de toute façon. Là, donc, ça va les industries. En fait,
quelques domaines, je pense que la santé, on n'a encore pas touché à ça parce que c'est très réglementé. Puis en fait, les hôpitaux, puis les CIUS, ils préfèrent recruter eux-mêmes. Donc, il y a déjà des travailleurs étrangers qui travaillent dans ce domaine-là, mais les compagnies, les organisations, ils recrutent eux-mêmes. Autre que ça... En IT, on commence à recevoir de plus en plus pour des postes comme architecte SAP, des choses comme ça qui sont vraiment spécifiques. Récemment, on s'est fait contacter par une entreprise que ça fait, je pense, 1 an et demi qu'ils recherchent pour un poste. Et c'est ça, on a commencé déjà tout le processus avec eux, à leur envoyer des CV, ça se passe bien. Oui, dans le passé, c'était vraiment pour des choses plus manuelles, plus dans la restauration, beaucoup. Des emplois que les gens au Canada veulent plus vraiment faire. Mais là, on commence à voir qu'il y a un changement, donc pour des superviseurs, pour des directeurs. Par exemple, aussi un Tim Hortons récemment, il voulait un gérant de restaurant temps plein qui va gérer tous les employés. Je pense qu'il y avait 36 employés en dessous de lui. Puis ils n'arrivent pas à trouver au Canada, donc ils ont recruté l'international. C'est vraiment... le mindset change parce que c'est comme si au Canada, on est 38 millions de personnes. Le pool est tellement petit pour trouver des candidats. Puis là, on a juste à côté, en Europe, en Afrique du Nord, en Asie, un pool carrément illimité de candidats avec des expériences même supérieures. Par exemple, je vais donner un exemple, le manufacturing. Au Canada, le niveau de manufacturing au Canada, il n'est pas super. Les machines qu'on utilise ne sont pas très avancées. Il y a très rarement des compagnies qui vont venir produire des affaires chez nous. Par exemple, en Afrique du Nord, toutes les compagnies européennes, c'est Delphi, des Renault, toutes les autos, des BMW, Peugeot, tout ça, c'est tout construit en Afrique du Nord. Donc, c'est vraiment du monde super expérimenté, avec beaucoup d'expérience, avec des machines que ça fait même pas 2 ans que la machine est sortie, puis ils sont déjà des spécialistes là-dedans. Donc ça, c'est un pool que nous, on peut aller chercher. Ça a juste besoin un peu d'ouverture, puis de dire, OK, est-ce que moi, je suis prêt à entamer ce processus-là? Avez-vous ressenti un certain ralentissement récemment par rapport à la pénurie de main-d'œuvre? C'est quelque chose qui a comme été soulevé un petit peu dans l'apéro RH, que c'était pas un ralentissement complet, mais quand même que ça allait un petit peu mieux. Avez-vous senti ça de votre côté aussi? Oui, même à la SPCA, puis à la SPCA, on est une OBNL, les salaires sont pas excellents aussi, puis les conditions sont des fois un petit peu dures. Oui, on a remarqué que le monde sont en train de penser un peu plus... Ils sont en train de penser 2 fois avant de laisser leur poste, mais ça reste que... Ils sont... En quelques semaines, tu peux trouver un emploi. Ça, c'est ça. On reste dans une guerre de talent encore. Excellent. Donc, je terminerai avec ma dernière petite question. Si vous aviez à créer un parc thématique là, de l'intégration pour aider les travailleurs étrangers justement à s'adapter à la culture canadienne, ça ressemblerait à quoi? On a pensé à ça. Ouais. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est faire un peu un roller coaster, mais plus comme un petit train, comme le train à la ronde là, qui fait toute la tournée de la ronde. Et puis, chaque section a une petite section de l'histoire du Canada, parce que je pense que c'est vraiment important de comprendre l'histoire du Canada, parce que notre histoire est vraiment faite de nous. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est le Québec étant une société à part, différente à l'interne au Canada, mais quand même unique. Puis là, le train, il va passer, je pense, dès le début, quand il y avait, avant l'arrivée de Jacques Cartier, et puis à chaque année, ils vont avancer et voir vraiment l'histoire du Canada. Je pense, en comprenant l'histoire du Canada, ils vont être capables de mieux s'intégrer ici. Même d'être présenté avec le hockey, par exemple, qui est quelque chose de super important. Quand les Canadiens jouent et ils gagnent, la ville, c'est ça, tout le monde sort. Donc, d'expliquer tout ça, de leur montrer c'est quoi la culture ici. C'est ça, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup... Et un autre point, c'est qu'il y a beaucoup de différences culturelles entre le Canada et ces pays-là, mais Montréal spécialement et tout le Canada, il y a beaucoup d'immigrants qui font en sorte que la culture canadienne, qu'ils font partie de la culture canadienne indirectement, avec leur propre culture, en étant eux-mêmes, ils sont en train de créer la culture future du Canada, parce que avec le temps, avec l'arrivée de plus d'immigrants, si le Canada veut grandir, on a l'exemple des États-Unis qui sont 350 millions. Le Canada pourra devenir exactement comme les États-Unis. Puis c'est ça, de montrer l'importance de chacun, puis de présenter la culture canadienne. Une excellente réponse. Les gars, si une entreprise veut vous contacter, veut avoir plus d'informations par rapport à leur
qui ont besoin d'aide là, pour le recrutement international, c'est comment que ça fonctionne? Donc, on a notre site web, ils peuvent aller à csf.ong. Donc, il y a notre numéro, il y a une petite demande qu'ils peuvent remplir également avec, après, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Nous, on va faire une petite analyse avant. Souvent, on peut même leur présenter certains candidats juste pour leur montrer le type de candidat qu'on peut leur envoyer. Puis c'est tout. Ils peuvent nous contacter aussi sur LinkedIn, donc Omar Barbary, Ahmad Barbary ou même Carrière sans frontières sur LinkedIn. Puis on peut directement vous répondre sur LinkedIn si vous avez des questions. Excellent, super. Mais merci beaucoup d'avoir participé à la saison 2 d'Apéro RH. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci. Je suis super contente de vous recevoir aujourd'hui, Catherine et Catherine. Aujourd'hui, on parle de recrutement international. Avant de commencer, j'aimerais peut-être que vous vous présentiez, chacun respectivement, et aussi Biscuit Leclerc. Je pense que ça n'a pas nécessairement besoin d'une grosse présentation. La plupart des gens connaissent le logo de près ou de loin, mais quand même un petit peu au niveau plus axé recrutement. Donc, Catherine, je te cède la parole. Donc, moi, c'est Catherine Lanois. Je suis partenaire d'affaires RH pour Biscuit Leclerc depuis 3 ans. J'ai commencé à l'usine à Québec, puis j'ai été transférée dans une usine en Ontario, à Hawkesbury. Donc, c'est ça. Je suis principalement en ressources humaines là, au niveau usine. Excellent. Et Catherine Potvin, je suis directrice talents internationaux chez Biscuit Leclerc. Je peux parler un peu de Biscuit Leclerc. Comme tu dis, les gens connaissent beaucoup notre logo, nos produits avec la marque Leclerc, mais on fait aussi des produits pour d'autres compagnies. Donc, c'est un peu grâce au recrutement international. Ça nous a permis vraiment de réaliser nos objectifs de vente et de croissance. Combien d'employés total, savez-vous environ? 1700. OK, wow, félicitations. Puis là, justement, parlons-en du recrutement international depuis les dernières années. C'est quelque chose qu'on entend le plus souvent. C'est pour ça aussi qu'il est sur l'épisode aujourd'hui, puis qu'on a décidé de faire un épisode spécial pour parler de ça. Moi, ce que j'entendais beaucoup, c'est le fait que les gens ne voulaient pas le faire au début parce qu'ils se disaient « je vais réussir à combler les postes que j'ai actuellement » avant de réussir à recruter à l'international, dans le sens qu'il y a quand même un délai relié au recrutement international avant que l'employé arrive ici. Et les gens ne voulaient pas attendre ce délai-là, mais 1 an plus tard, encore en pénurie de main-d'œuvre, ils n'ont toujours pas comblé le poste qu'ils auraient pu combler maintenant en ayant reçu cette personne-là dans les derniers jours. Donc, parlons-en aussi du fait que peut-être qu'en ce moment, il y a des petites choses qui se passent au niveau recrutement international, vous vivez des choses super positives, mais c'est pas tout le monde non plus, c'est comme le sujet sur toutes les lèvres un peu en ce moment, là. Donc, Catherine, je te laisse en parler un petit peu. Mais effectivement, on était super enthousiastes à venir ici pour parler du recrutement international de façon super positive, du moins la perspective que nous, on a, l'expérience qu'on a en recrutement international, ça se passe bien. On a la chance d'être bien entouré. On a un département complet dont la mission est essentiellement gérer les travailleurs étrangers de l'arrivée jusqu'à leur intégration dans la société québécoise ou canadienne. Donc vraiment, dans chacune de ces étapes-là, on a des gens hyper compétents sur qui on peut compter. Qui garde toujours, évidemment, les valeurs Leclerc à travers tout ce qui est discuté avec les travailleurs, puis même avec les usines. Donc, on a toujours cette ligne directrice-là qui nous permet probablement de ne pas trop s'égarer, de pas prendre de mauvaises décisions, puis de toujours être vraiment aligné sur ce que Biscuit Leclerc souhaite pour ses employés, étrangers ou locaux. Fait que je pense que ça, déjà, c'est une chance qu'on a. C'est une chance d'avoir une entreprise aussi qui croit en recrutement international. Tu disais un petit peu plus tôt qu'il y a certaines entreprises qui ont peut-être été un peu frileux, qui ont cru qu'ils allaient être capables de combler les postes. L'innovation étant une des valeurs fondamentales chez Biscuit Leclerc, je pense que même jusqu'au niveau du recrutement, ça fait partie de l'innovation. Comment on va faire pour continuer nos opérations? Le recrutement international est arrivé, parfait, on embarque, on y va, puis on met toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Fait que j'ai jamais senti, moi, au niveau usine, qu'il y avait des réticences ou qu'on essayait de freiner le recrutement international, au contraire. Donc, je pense pas qu'on s'est laissé prendre au jeu de se dire qu'on va être capable de combler nos postes. Je pense qu'on a été assez avenant là-dessus, puis qu'on a mis les ressources nécessaires là, au bon moment pour justement être moins impacté là, par... C'est quand vous avez décidé, OK, là, y a-t-il un moment que c'est comme, OK, on commence le recrutement international, ça s'est fait progressivement, c'est dans combien d'années environ que ça a commencé? Notre première mission est en 2018, donc la décision s'est prise un peu avant ça. Pré-pandémie, oui. Puis c'était pour recruter des électromécaniciens. Donc, on est vraiment allé dans l'optique
où c'est possible que pendant quelques mois, on ait 2 personnes sur un poste, mais on sait avec le taux de roulement et la difficulté de recruter localement qu'on allait avoir du travail pour ces gens-là. Donc, c'est 2018 que ça a commencé, mais ça a grandi très, très, très rapidement avec la croissance de l'entreprise. Ah, définitivement. Puis, c'est quoi les plus grandes différences que vous avez remarquées entre justement le fait de faire du recrutement qui était un petit peu plus national ou même régional versus du recrutement international? C'est beaucoup, bien, comme tu mentionnais, là, le fait de devoir planifier vraiment 1 an à l'avance, sinon plus, identifier le besoin vraiment en amont, puis identifier les stratégies, aller trouver les gens, puis attendre ces gens-là pendant aussi longtemps, puis de faire comprendre à tout le monde que c'est pas de notre faute si ça prend du temps, là. Ensuite, dans le recrutement, bien, il y a un peu l'aspect, le défi d'identifier chez la personne, est-ce qu'elle est vraiment intéressée à occuper le poste, aux tâches qu'elle va être amenée à faire, ou son seul intérêt, c'est de venir au Canada. Donc, on a un peu ça à déchiffrer, pendant le recrutement. À distance, pendant toute la pandémie, on ne s'est pas déplacé au Brésil ou aux Philippines ou au Mexique, là, dans les pays qu'on recrute principalement. Donc, ça s'est fait beaucoup à distance. S'assurer que la personne a les compétences. Donc, il y a des défis de plus là, qu'on ne voit pas. La personne, normalement, quand on fait une entrevue ici, on va leur faire visiter l'usine, on s'assure qu'ils comprennent le contexte de notre environnement de travail et tout ça. Ce qu'on n'est pas capable de faire en recrutement international. Comment ça se passe, c'est justement le côté, bon là, il y a comme les deux parcours, là. Il y a le parcours comme expérience candidat, entrevue, mais le parcours administratif de ça, mettons, une entreprise dit, je pense que j'aurais besoin de faire du recrutement international. Ça commence comment, le niveau administratif de ça, de décider, puis jusqu'à temps qu'on aille l'employé, justement. Là, on parle du processus d'1 an, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, qui ne sont pas au courant de tout comment ça fonctionne, en fait, là. Bien, dans 1 an, j'inclus vraiment là, le recrutement et tout ça, là, mais le processus de... Les gens à l'interne, mettons, pour toi, Catherine, mettons, comment ça se passe? Comment tu le vis du moment que tu as besoin d'un poste et que la personne arrive? Plus ce côté-là, je veux dire, à l'interne, mettons. Notre première étape, une fois qu'on a recruté le candidat, donc le processus de sélection va ressembler à un processus local, sans avoir les entrevues en présentiel, à moins que nous, on se déplace. Mais après, on fait une demande d'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, c'est remplir des formulaires. C'est sûr que les premières fois, on a délégué vraiment des avocats, des experts. Mais vu l'importance que le recrutement international a pris chez nous, on a vraiment développé les compétences pour le faire par nous-mêmes, mais toujours en s'entourant de spécialistes. Donc, les premières EIMT qu'on a fait par nous-mêmes, il y a vraiment un avocat qui est passé derrière puis il nous a dit, bien, si vous répondez comme ça implique telle et telle chose. Ce qui a fait en sorte qu'avec le temps, puis avec les commentaires de spécialistes, on était capable de développer des méthodes le plus flexibles possible. C'est quand même très, très contrôlé, donc c'est difficile de trouver de la flexibilité là-dedans, mais avec l'aide de spécialistes, on était capable de le faire. Au Québec, on a aussi des demandes à faire auprès du MIFI. Donc, cette partie-là va prendre de 1 à 3-4 mois environ, tout dépendant de combien de candidats il y a, etc. Et ensuite, c'est le candidat qui doit, avec ces documents-là, faire sa demande de permis de travail. Puis là, ça dépend du pays où il réside. Donc, du Mexique, ça peut prendre 4 semaines. De certains pays, ça peut prendre presque 1 an. Donc, ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Dans quel pays on va recruter selon les délais de traitement. Excellent, super. Puis, je pense que justement, à part des avocats, je pense on a une firme qu'on reçoit là, comme deuxième invité sur l'épisode qui va pouvoir plus nous en parler, mais je pense que les entreprises peuvent aller chercher de l'aide aussi externe pour ce type de recrutement-là. Tantôt, tu me parlais de l'aspect de justement que vous allez même à venir aider au niveau de l'intégration auprès de la culture canadienne, québécoise. Comment ça se passe que les candidats arrivent? Je sais qu'il y a des gens, j'avais déjà entendu qu'il y a des gens qui vont les chercher à l'aéroport même. Il y a comme un transport qui se fait pour l'arrivée. Que ça se passe comment, cette arrivée-là? Pardon, pas de problème. Au niveau de l'accueil au pays, effectivement, il y a des gens qui vont les chercher à l'aéroport. Ça dépend évidemment, là, par exemple, en Ontario, nous, on a une personne ressource qui est externe, mais qui connaît super bien la région, etc. Fait que c'est cette personne-là qui les prend en charge dès leur arrivée. Ensuite, c'est vraiment comme un onboarding
régulier, en fait. Il n'y a pas de différence. On fait exactement la même séquence. La seule chose, c'est sûr qu'on met beaucoup l'emphase sur le fait que c'est des travailleurs étrangers. Généralement, ils ont déjà eu une expérience de travail à l'étranger dans leur, soit des Philippines, aux Émirats, bref, ils sont déjà sortis pour plusieurs mois, années, aller travailler ailleurs. Mais il reste qu'il y a quand même un challenge là, lié à l'intégration. Donc, on fait une intégration régulière, puis on fait juste mettre l'emphase sur le fait qu'on comprend que c'est difficile, qu'ils peuvent vivre des moments de stress. Puis, bien évidemment, on les réfère toujours vers le département de recrutement international avec qui ils ont fait au préalable des entretiens, ils ont fait des rencontres sur les différences culturelles, ils ont fait des rencontres par rapport au logement, aux voitures. Ils ont déjà un point de contact avec Biscuit Leclerc via le département de recrutement international. C'est sûr que c'est très facilitant en usine. Moi, je vais parler évidemment là, pour l'usine, mais c'est un peu la même chose aussi au niveau corporatif. Mais c'est sûr que c'est facilitant quand je peux nommer le nom d'une personne en disant « Si jamais tu as un problème lié à tel aspect, appelle telle personne, puis c'est déjà c'est qui. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils échangent des courriels, même des formations en ligne que vous donnez. » Donc, tu sais, tout ça fait en sorte que c'est assez facilitant, mais on prend vraiment le temps de bien installer le nouvel employé, tu sais, pour qu'une fois qu'il arrive vraiment sur le plancher, ben, ce soit, en tout cas, pas facile, mais que ce soit plus simple de part et d'autre. Parfait. Tantôt, tu me parlais aussi, du fait que vous avez essayé de cibler, s'assurer que la personne ne veut pas juste venir au Canada et non comment vous ciblez ça. Ça doit être quand même assez difficile, surtout que vous ne pouvez pas nécessairement rencontrer la personne en présentiel. Oui, mais ça va être beaucoup avec l'expérience qu'elle a sur son CV, puis dans les entrevues, là, s'assurer qu'elle sait de quoi on parle quand on parle du milieu manufacturier, d'un poste d'opérateur. Si la personne a vraiment plus l'intérêt de venir au Canada, ben elle va avoir... On le voit dans ses réponses là, qu'elle ne connaît pas tant le contexte. Mais c'est difficile. C'est difficile, puis on le réalise. Des fois, il y en a qui ont un choc culturel dans la vie au Québec, dans la vie au Canada, mais il y en a d'autres qui ont les deux, le choc culturel aussi dans le milieu manufacturier. Ça doit être un bon challenge, ça, définitivement. Mais puis, si je peux faire... Oui, vas-y. Mais si je peux faire un parallèle, c'est un peu comme avec n'importe quelle autre entrevue. Tu sais, as des candidats qui viennent en entrevue juste parce qu'ils veulent un emploi, qui sont pas nécessairement... Bon, il n'y a peut-être pas nécessairement les compétences sur papier pour le poste sur lequel ils appliquent, mais même en entrevue, tu vois pas nécessairement l'intérêt pour le poste en tant que tel ou pour l'entreprise en tant que telle. Fait que c'est un peu la même chose, tu sais, c'est juste de se dire, OK, ben à quel point c'est Biscuit Leclerc comme opérateur, comme électro, ou en tout cas sur le poste ciblé, qui l'intéresse versus juste venir au Canada, tu sais. Je me souviens, une fois, je faisais une entrevue, puis à la fin, ça s'était assez bien passé, mais à la fin de l'entrevue, le monsieur me dit « Ben, la seule chose qui me reste maintenant, c'est convaincre ma femme de me suivre. » Ah, OK, ben là, là, tu dis « OK, ça, c'est déjà un petit enjeu que tu vois venir, parce qu'avec l'expérience, ben effectivement, si la famille arrive, que tout le monde n'est pas engagé dans le projet, ben, ça rend difficile l'intégration, là. Fait que là, t'es comme « OK, c'est bon, on va. » Comment ça se passe au niveau de la barrière des langues pour certains pays? Ça dépend des sites. C'est sûr qu'en Ontario, l'anglais, c'est la deuxième... À Hawkesbury, c'est assez bilingue, je dirais, là, principalement francophone, mais ça parle bien anglais. Je dirais que c'est plutôt bilingue. On a des usines qui sont vraiment plus unilingue anglophone à Cornwall, Brockville. Mais à Québec, c'est plutôt francophone, donc ça dépend vraiment du site. Par contre, on offre durant toute la période où on attend, par exemple, le INT, où on attend le permis de travail, ou en tout cas que les gens sont capables aussi de s'organiser de leur côté pour mettre tout en place pour arriver, on offre des cours de français ou d'anglais, soit des cours de perfectionnement. Des fois, en français, c'est vraiment des cours de base. Mm-hmm. Mais pendant les entrevues, on s'assure quand même d'avoir un niveau d'anglais au minimum qui est capable de supporter une formation. Tu sais, c'est correct de ne pas être 100% bilingue, c'est pas ce qu'on recherche.
Mais il faut être capable, juste au niveau santé-sécurité, il faut être certain qu'on est capable de se comprendre. Fait que ça aussi, c'est un enjeu, c'est pas le terme, mais ça aussi, c'est un défi en entrevue parce qu'on passe plusieurs personnes, les questions se ressemblent beaucoup. Donc, ça paraît quand quelqu'un a appris un texte parce que tu poses la question différemment, puis oups, il répond pas la bonne réponse du tout. Fait que là, tu dis, OK, bon, cette personne-là, probablement que les compétences linguistiques sont peut-être pas au rendez-vous présentement, mais on les discarte pas nécessairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur offrir des cours, puis on est quand je dis on, c'est surtout le département de Catherine, mais ils sont en communication constante avec le professeur. Donc, tu sais, c'est un professeur que nous, on engage. Fait qu'on sait qui va au cours, à peu près, c'est quoi le niveau, tu sais, elle, évidemment, elle ou il connaît le niveau auquel on veut amener les candidats, puis on sait d'où ils partent, on voit qui a de l'intérêt. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est toujours présent, qu'on voit qu'il y a une certaine progression, même s'il n'a pas atteint la compétence linguistique à 100% de ce que nous, on s'attend, disons, on va pas la discarder parce que cette personne-là a de l'intérêt, puis on sait qu'une fois qu'il va être dans un milieu immersif, ça va aller plus rapidement dans l'apprentissage. Versus une personne qui aurait peut-être à la base une compétence, par exemple en anglais, un petit peu plus haute, mais qui va pas au cours, puis qui a pas d'avancement, à ce moment-là, on se dit, OK, déjà l'intérêt est peut-être un petit peu moins là. Mais comme je disais au début, on met vraiment beaucoup de choses en place autour des candidats puis des futurs employés pour faciliter l'intégration. Selon le poste aussi, la compétence linguistique peut être plus ou moins importante, là. Donc, c'est sûr que pour nos préposés en salubrité, c'est beaucoup un travail d'équipe, puis ils vont être capables de s'entraider entre eux pour être sûr qu'ils comprennent bien, que c'est sécuritaire. Souvent, le français est la deuxième langue pour tout le monde, donc ils vont avoir d'autres stratégies de communication qui vont se développer. Pour des postes plus complexes comme opérateur électromécanicien, l'exigence linguistique va être plus élevée, mais on a quand même tout ce qui est santé-sécurité, justement, est traduit dans toutes les langues maternelles des principaux pays où on recrute pour être sûr, on veut être sûr à 100% qu'ils comprennent bien tous les enjeux de sécurité. Puis on va souvent, quand on voit là, que le choc linguistique est grand à l'arrivée, là, parce que en cours, on dirait que c'est pas le même français que sur le plancher. On va les mettre en paire souvent avec quelqu'un qui parle leur langue maternelle pour que l'apprentissage se fasse plus rapidement aussi, puis que le choc soit un peu plus décalé sur plusieurs semaines là, au lieu d'être... Un peu que la personne soit trop déstabilisée aussi, là, c'est quand même un aspect qui est important. Tantôt, d'entrée de jeu, on parlait, avant de commencer à enregistrer, du fait que vous avez vécu vraiment des belles histoires positives par rapport au recrutement international. Est-ce que vous avez quelques exemples que vous pouvez partager aujourd'hui? Tous en même temps. J'essaie de penser. Il y en a tellement. Oui, c'est ça. c'est sûr que quand, tu sais, il y a des professions, le processus d'immigration, il est un peu mal fait pour principalement les gens qui viennent occuper un poste peu qualifié, comme nos préposés salubrité, nos opérateurs, là, j'en passe. Donc, puis le processus d'immigration fait en sorte que ces gens-là n'obtiennent pas un permis de travail ouvert pour leur conjoint ou pour leur conjointe. Donc, ils viennent seuls. Ils laissent souvent des enfants dans leur pays d'origine, leurs conjoints, conjointes. Puis, de plus en plus, l'immigration va faire en sorte que leur famille va venir les rejoindre. Donc, ça, c'est des vraiment beaux moments. Tu sais, on est une entreprise familiale. Ça a toujours été dit par notre président de tout faire pour les accompagner, soit dans l'obtention de leur résidence permanente, soit pour que leur famille vienne les rejoindre, puis que leurs enfants aillent à l'école, qu'ils apprennent le français, qu'ils s'intègrent bien à la société. Donc, ça, c'est vraiment des beaux moments là, de voir les familles qui commencent à arriver, les enfants qui vont à l'école. L'obtention de la résidence permanente aussi, là, tout le monde saute quand il y a quelqu'un dans l'entreprise qui obtient sa résidence permanente. Mais même des promotions à l'interne, quelqu'un, par exemple, qui est arrivé comme opérateur, qui devient, chef d'équipe, directeur de corps. Donc, mais c'est un peu complexifié par le système, parce qu'on peut pas juste donner une promotion à quelqu'un. Ce que Catherine disait un petit peu plus tôt, le IMT, donc l'impact, l'étude d'impact sur le marché du travail, il fonctionne quand on fait des promotions aussi. Donc, il faut que je prouve que je suis pas capable de trouver un directeur de corps, ce qui est pas tout le temps le cas. Donc, des fois, on est un peu pris dans cette situation-là. On a des super bons candidats qui seraient vraiment, ça vaudrait vraiment la peine d'investir du temps en formation puis en coaching parce qu'on
on les voit devenir chef d'équipe, on les voit devenir directeur, mais on est un peu limité dans nos actions parce que leur permis de travail, ben, il est pour un poste en particulier. Même si on essaie de l'étirer, si on change au niveau hiérarchique, par exemple, ben, il faut refaire un EIMT, il faut refaire le processus pour pouvoir leur permettre d'accéder à ces postes-là. Fait que c'est sûr que ça, c'est un peu plus, petit peu plus tricky, là, si on peut utiliser Ça, c'est tout le temps? Il n'y a pas, même une fois à la résidence permanente... Non, avec la résidence permanente, Le ils sont permanent, libres. OK, C'est pour ça qu'on est si contents de... Oui, non, c'est ça. Au moins, la personne, elle peut, parce que au bout de la ligne, c'est un peu plate si elle est bloquée, puis elle a les compétences pour effectuer un poste, là, on s'entend. Mais en même temps, on parle d'à peu près 2 ans. OK, la c'est résidence pas... permanente. C'est plus peut ou varier. moins, là, avec peut-être plus. Peu plus au Québec, présentement, oui. 2 ans d'expérience de travail pratiquement pour pouvoir postuler à la résidence, puis là, une autre année et demie pour l'obtenir. Vous diriez que le pourcentage, tu comprends le recrutement au complet, de Biscuit Leclerc au complet, vous diriez que c'est quoi le pourcentage qui est du recrutement international versus du recrutement, pense à Indeed, Jobilico, du classique, mettons. Je sais que le nombre d'employés présentement au Canada, on est à peu près à 22 % de personnes qui ont un permis de travail fermé avec nous. Wow! En ce moment, oui, c'est... Ouais. Puis le niveau culture, justement, tu sais, vous avez une culture qui est assez forte, on en parle, vous avez abordé ça plusieurs fois. C'est quoi, il y a plusieurs défis, j'imagine, qui sont reliés à ça, le fait qu'il y ait plein de gens de plusieurs différentes cultures, s'assurer que votre culture à vous soit présente aussi à travers leur culture à eux. Comment ça se passe, cet aspect-là? On recrute beaucoup dans des pays où il y a une différence hiérarchique vraiment plus grande qu'ici. Là. Le Québec est un des... C'est pas un pays, le Québec. Le Canada est un des pays où il y a le moins de distance hiérarchique entre un gestionnaire et son employé. Okay. Donc, ça, c'est... Au départ, ça peut être pour un gestionnaire, ça peut sembler vraiment, wow, ils sont vraiment travaillants, ils sont vraiment polis, c'est agréable, il n'y a jamais de problème dans mon équipe, la vie est belle. Mais c'est sûr qu'il faut s'ouvrir des portes, il faut le savoir qu'il y a ça aussi pour ouvrir des portes pour qu'ils viennent nous parler s'ils voient des problèmes, si ça va pas bien. Donc, ça, c'est un aspect, là. Mais, tu sais, chez Leclerc, l'engagement est vraiment important. Tout le monde est vraiment engagé. Puis, ces gens-là arrivent tellement, sont tellement reconnaissants d'avoir cette opportunité-là au Canada qu'ils sont engagés aussi. Donc, généralement, là, dans la grande majorité des cas, c'est des gens qui adoptent la culture Leclerc vraiment rapidement puis vraiment facilement. Mais il y a des adaptations à faire parce que il y a trop de différences culturelles pour dire qu'ils ont pas un choc, ils ont tous un choc culturel. Si on vit pas le choc culturel, on s'intègre pas d'une certaine manière. Là, mais... C'est comme partie du processus en même temps aussi. Exact. Puis il y a une chose aussi, tu sais, je pense qui est importante, c'est que dans le processus de recrutement, nous, on fait du recrutement international pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est pas un choix à court terme, tu sais, comme Catherine l'a dit plus tôt. Effectivement, on veut les accompagner jusqu'à la résidence permanente pour pouvoir... Tu sais, on veut vraiment qu'ils s'intègrent non seulement à Biscuit Leclerc, mais à la société où ils vont évoluer, tu sais, en général. Fait que c'est sûr que quand on fait les entrevues, on cherche aussi un fit organisationnel. On regarde les autres entreprises pour lesquelles ils ont travaillé, on regarde leur culture SST, on regarde beaucoup d'aspects qui sont, au final, exactement les mêmes aspects qu'on essaie d'évaluer en entrevue parce que c'est perdant-perdant si on engage une personne qui ne s'adaptera pas à la culture, ben oui, effectivement, canadienne, mais qui ne s'adaptera pas à la culture d'entreprise qu'on a. Puis, comme tu as dit, on a une culture forte. Donc, la seule façon vraiment de mitiger, disons, les risques par rapport à ça, ben, c'est de faire des entrevues de fit aussi. Tu sais, le fit organisationnel, ça y est quand même pour beaucoup. Donc, on est toujours assez authentique dans notre façon de gérer les employés, en tout cas, du moins les candidats issus du recrutement international ou locaux, là, ça change pas. Il y a quand même... La ligne directrice, c'est assez... foncé, là. Non, c'est ça, ce que je comprends, c'est vraiment votre processus, autant l'expérience candidat que l'expérience, dans le fond, employé quand il commence, est sensiblement pareil que ce soit quelqu'un de l'international ou quelqu'un du coin de la rue, dans le fond, à part des petites adaptations pour s'assurer que l'intégration se fasse bien par rapport au choc culturel, puis le fait qu'on peut pas
faire visiter l'emplacement. Mais sinon, à part de ça, votre processus est sensiblement pareil, là, est-ce que je comprends? Exact. Puis, tu sais, par exemple, je suis partie en mission au Brésil au printemps. Puis, quand je suis partie avec... c'était super beau, là. Je suis partie avec un électromécanicien, Romulo, qui a fait partie de la première cohorte d'électromécaniciens au Brésil. Puis là, il revenait avec moi, puis on passait des entrevues ensemble. C'était vraiment, vraiment fantastique, là. C'était vraiment une belle finale de nous. Parlant d'histoire positive. C'est ça, exact. Puis, quand on est parti, il n'y avait pas d'objectif, là. On n'avait pas un objectif. Vous devez revenir, par exemple, avec 10 nouveaux employés. C'était aller chercher le meilleur que vous pouvez. Puis, ce sera ça, tu sais. Donc, d'avoir en tête le pourquoi on est dans le recrutement international, qu'est-ce qu'on va rechercher, bien, c'est sûr que ça aide à faire des bons choix parce que, justement, tu n'es pas dans une dynamique je vais aller chercher des gens, ils vont arriver rapidement ou j'ai un besoin maintenant, je vais aller... Pas la quantité, absolument, oui, mais pas au point de... Pas au détriment de ta culture d'entreprise, là. Parfait. Puis, justement, là, c'est quand même assez... on en a parlé un petit peu tantôt, le côté administratif, puis c'est quand même complexe. Y aurait-il des conseils que vous auriez à donner aux gens qui veulent justement débuter à faire du recrutement international? Aux gens / entreprises? Plusieurs. Mais ce que notre patron nous a dit de dire, non. Je vais te dire. Mais la communication va être très importante, puis les gens doivent comprendre pourquoi on le fait, puis il faut le faire pour les bonnes raisons. Donc, pas le faire pour des économies de coûts, de vraiment s'assurer qu'on valorise autant le travailleur étranger que le local, donc tout ce qui est équité. C'est sûr qu'il y a des coûts associés au recrutement international, mais il y a des coûts associés au recrutement local aussi. Puis, il y a vraiment un souci très fort d'équité chez Leclerc. Mais le fait qu'ils viennent d'un autre pays va faire en sorte qu'on va devoir participer un peu plus à leur vie personnelle. On va les aider à se trouver un appartement, on va s'assurer qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont souvent encore une fois, ça dépend de leur niveau de qualification, mais pour les postes où on n'exige pas de formation, souvent leur famille ne peut pas venir avec eux. Donc, ils ont 2 familles, pas 2 familles, mais 2 résidences à subvenir aux besoins. Là. Ils doivent subvenir à leurs besoins ici au Canada, mais ils doivent aussi subvenir aux besoins de leur famille. Donc, toujours avoir ça en tête que oui, on va devoir s'investir un peu plus. Mais pour la pérennité de l'entreprise, à long terme, ça nous offre une grande stabilité. On acquiert des compétences qui restent dans l'entreprise à long terme. C'est ça, tantôt, on en parlait un petit peu, c'est un petit peu plus côté entreprise que RH, mais justement, si vous avez une croissance en même temps, c'est les gens qui ont de la misère à trouver de la main-d'œuvre, ils ont de la misère à avoir une croissance en ce moment, donc c'est un peu... oui, c'est une question de choix, mais en même temps, sinon, c'est où il y a des candidats, on en manque au Québec et au Canada, donc en même temps, c'est un choix, mais c'est pas un choix un peu, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas si tu as besoin de travailleurs étrangers, là, c'est quand tu vas en avoir de besoin, la question. C'est à quel moment tu vas partir le processus. Mais je pense qu'une fois que tu as vraiment défini le pourquoi tu le fais, que tu as bien communiqué ça aussi, nous, c'est sûr qu'on a une approche vraiment basée sur la compétence. Hein. On a parlé un petit peu là, brièvement, on est allé en mission, on n'a pas de normes, c'était vraiment choisir le candidat que la compétence, que le fit organisationnel. Bien, c'est exactement la même chose, peu importe le niveau là, peu importe le poste, peu importe recrutement international ou pas, mais d'avoir une approche basée sur la compétence, ça fait que quand on amène ces travailleurs-là dans l'entreprise, tout le monde y gagne. Les employés locaux sont contents parce que c'est des gens qui sont compétents, qui savent ce qu'ils font, qui sont motivés, qui sont engagés, avec qui ils peuvent découvrir plein de nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, tu sais, il y a vraiment un échange qui se passe aussi entre les employés puis les travailleurs étrangers. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'avoir cette approche-là par compétence, bien, ça aide à légitimer un peu le process. Tu sais, on va pas chercher des gens, ben oui, mais c'est pas des bras qu'on va chercher, on va chercher des vraies compétences qui vont nous amener quelque chose puis qui pour eux aussi, le Biscuit Leclerc va les aider à développer leurs compétences. T'sais. Fait que cette approche-là, ben, est difficilement réfutable. C'est difficile de dire « Ah non, il est pas bon. » Ouais, non, il est très bon. Puis on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Là. En tout cas, de mon expérience d'usine, là, c'est
Je pense que le plus gros enjeu, c'est plus au niveau de la langue, mais sinon, au niveau de la compétence en soi, ça se passe assez bien, ça facilite l'intégration. C'est un bon point, ça doit être le fun pour les gens actuels aussi, des discussions. On ne tourne pas autour la même discussion. Il y a tellement de choses que tu peux apprendre de l'un et l'autre quand il y a des personnes de plusieurs cultures différentes dans un même environnement. Là, ça doit être vraiment un point fort aussi pour tout le monde, en fait. Tout le monde gagne à ce moment-là. J'aimerais ça terminer avec ma dernière petite question un peu plus farfelue. On va parler de compétition sportive. Fait que si vous aviez organisé une compétition sportive au sein de l'équipe, que ce soit de n'importe quelle équipe, Québec et Hawkesbury, ça ressemblerait à quoi? Comment vous intégreriez le recrutement international à travers une compétition sportive à l'interne avec votre culture d'entreprise? On est allé avec le Ocean Race. Premièrement, il y a toute la symbolique du bateau là, qui traverse les océans. Donc, on va à l'international chercher des gens qui viennent nous rejoindre. Il y a le coach sur le bateau qui a beaucoup de travail et de s'assurer que tout le monde comprend bien et tout ça. Le travail d'équipe, la persévérance, même au niveau de la météo. Il y a vraiment beaucoup d'adaptation. Donc, ça serait une course de grands voiliers. Là. Beaucoup de techniques à apprendre aussi dans un contexte difficile de se donner transmettre l'information. Donc, c'est ce qui ressemblait le plus. C'est vraiment drôle parce que en fait, on a lancé notre nouvelle solution de recrutement il y a quelques mois. Puis on voulait emmener un côté justement un petit peu plus ludique à la chose. Puis la façon qu'on a brandé notre solution de recrutement, c'est par rapport aux capitaines de navires, de l'équipage pour ton entreprise. On est tout autour de Wavency, ça c'est beaucoup par rapport à l'océan, notre branding, mais tout tournait autour de l'analogie de l'océan puis de l'eau par rapport au recrutement. Fait que bref, on est très alignés là-dessus, c'est très drôle. Merci Catherine et Catherine de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le podcast. C'était vraiment super pertinent. Puis j'avais tous les gens dans le fond qui ont des questionnements à nous écrire en privé par rapport au recrutement international. Je pense que ça va les avoir aidés à apprendre des petites choses aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci beaucoup.